Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce 24 novembre 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 7 et 14 novembre 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité de préserver la paix sociale et de maintenir l'ordre public. Le Président de la République a condamné les violences qui émaillent les troubles sociaux et notamment les derniers liés au secteur éducatif et auparavant aux médias qui ont été émaillés de violences et parfois de tirs à balles réelles. Le Président de la République a fermement exigé que les enquêtes ouvertes sur ces événements aboutissent à situer clairement les responsabilités et à sanctionner les auteurs. À cet effet, le chef de l'État a convoqué une réunion avec les responsables des départements et services en charge de la sécurité. Le président de la République a demandé une vérification approfondie des capacités techniques et opérationnelles des entreprises qui sollicitent des marchés publics, particulièrement en prévision des appels d'offres pour les pistes rurales. Le chef de l'État a invité le ministre en charge des pêches à intensifier ses efforts de lutte contre la pêche illicite et à identifier les véritables propriétaires des pirogues de pêche artisanales de manière à encourager et protéger les jeunes pêcheurs guinéens qui souhaitent s'investir dans ce secteur. Le président de la République a instruit le gouvernement de faire respecter les exigences du contenu local par les entreprises internationales bénéficiaires de marchés publics d'infrastructures. Le chef de l'État a demandé au ministère en charge de la ville et des travaux publics de mutualiser les moyens de la brigade de gendarmerie détachée auprès du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire pour les opérations de protection du patrimoine routier guinéen. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 7 et 14 novembre 2017. Le Conseil a entendu successivement, tout d'abord au titre du compte-rendu, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait un compte-rendu relatif à la crise en milieu scolaire. Le ministre a donc rappelé la genèse de cette crise et les mesures qui ont été prises, notamment en matière de communication avec le point de presse qui a été organisé le 20 novembre dernier, les processus de contrôle de la présence des enseignants dans les salles et les dispositions sécuritaires qui ont été prises. Pour la session du 7 novembre 2017, au titre des communications, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à l'organisation du 8e Congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora du 30 novembre au 4 décembre 2017 à Conakry. Elle a fait un bref rappel de la déclaration 2010-2020 décennie de la femme africaine en réponse au plaidoyer des ministres africains du genre en décembre 2008 à Maseru, au Lesotho. Le thème retenu pour cette décennie est « Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes ». Ces objectifs sont préserver et renforcer le poids des femmes africaines au sein du mouvement mondial et exercer une influence. Redynamiser le mouvement mondial des femmes avec un accent particulier sur la jeunesse et les femmes des communautés de base. Rassembler les ressources nécessaires pour les performances et la pertinence de la décennie. La ministre a indiqué que la feuille de route de la décennie comporte 10 axes dont, entre autres, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'autonomie économique et de l'esprit d'entreprise, la santé, la mortalité maternelle et le VIH-Sida, l'environnement et le changement climatique, la paix et la sécurité, la violence contre les femmes et enfin, la femme dans la prise de décision. La ministre a soutenu que le 8e Congrès international qui se tiendra à Conakry enregistrera la participation d'1 millier de participants en provenance des États-Unis, d'Haïti, des Caraïbes, de la France et d'Afrique. Le congrès aura la particularité de choisir des produits des femmes de Guinée pour l'exportation vers les États-Unis dans le cadre du programme de l'AGOA et permettra également aux femmes guinéennes organisées au sein d'une synergie d'action de présenter des projets d'intérêt économique susceptibles d'améliorer leurs revenus. La ministre a indiqué que le programme de coopération entre Africa Femmes Performantes et l'Union africaine s'effectue autour des points essentiels suivants. L'autonomisation de la femme pour une autosuffisance alimentaire au travers de mécanismes de financement de production, de distribution et de conservation. La mise en œuvre d'un plan de vulgarisation de l'énergie afin de pérenniser les unités de base et les grands aménagements. Le budget global de l'événement s'élève à 490 170 $ américains.
Au terme des débats, le Conseil soutient l'initiative de la ministre et recommande l'organisation du 8e Congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait une communication relative au processus d'intégration économique et monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a présenté l'état de la mise en œuvre du programme d'intégration économique et monétaire de la CEDEAO avec un accent particulier sur les développements récents liés aux activités de la Task Force présidentielle. Le gouverneur a rappelé que la Task Force présidentielle est créée en janvier 2014 dans le but d'accompagner et d'éclairer les 4 chefs d'État du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. C'est un éclairage qui portera sur le processus d'intégration monétaire de la CEDEAO. C'est également pour faire l'état des lieux sur le dossier de la création de la monnaie unique et identifier les contraintes à lever en vue d'atteindre et rendre compte des conclusions de ces travaux. La Task Force est composée des représentants des 4 présidents et leurs ministres des Finances, les directeurs généraux de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les gouverneurs des 8 banques centrales, les États membres de la CEDEAO. Le gouverneur a informé que la réunion inaugurale de la Task Force s'est tenue à Niamey les 20 et 21 février 2014 et a donné l'occasion aux participants de discuter, entre autres, de 3 approches proposées pour la création de la monnaie unique, à savoir l'approche du Big Bang, l'approche gradualiste et l'approche de la masse critique. À la suite des échanges, les participants se sont accordés sur l'approche gradualiste. Lors de sa 2e réunion organisée à Accra en juillet 2014, la Task Force a retenu 6 critères de convergence, dont 4 de premier rang et 2 de second rang. Les critères de premier rang. D'abord, le déficit budgétaire, y compris les dons, les bases des engagements, par rapport au PIB, qui doit être inférieur ou égal à 3%. Le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, qui doit être inférieur ou égal à 10% des recettes fiscales de l'année précédente. L'inflation annuelle moyenne, qui doit être inférieure ou égale à 10% avec un objectif à long terme de 5% à partir de 2019. Et les réserves brutes, qui doivent être supérieures au moins à 3 mois d'importation. Les critères secondaires, c'est le ratio dette publique sur PIB qui doit être inférieur ou égal à 70% et la variation du taux de change nominal de plus ou moins 10%. La 3e réunion de la Task Force, tenue à Niamey en février 2015, a inscrit à l'ordre du jour, entre autres, la fusion de l'AMAO et de l'IMAO pour constituer l'Institut monétaire de la CEDEAO dans le cadre de la rationalisation des institutions et a recommandé d'accélérer la mise en œuvre des critères de convergence rationalisés. La 4e réunion de la Task Force, tenue à Niamey le 24 octobre 2017, sur l'évaluation des recommandations des 3 premières réunions, révèle que les nouveaux critères sont adoptés par l'acte additionnel ASA 01 du 1er décembre 2015. La feuille de route pour le programme de la monnaie unique de la CEDEAO est actualisée. La rationalisation des institutions ainsi que la mise en place de ressources pour financer les activités de la feuille de route n'ont pas enregistré de progrès. Le gouverneur a informé que la Task Force recommande l'implication plus accrue des banques centrales et des ministères des Finances dans le processus et l'augmentation des fréquences de ces réunions à 3 par an. Elle a instruit le comité ministériel de se réunir dans un délai de 3 mois pour proposer une nouvelle feuille de route en vue d'accélérer la création de la monnaie unique en 2020. Dans ce cadre, la Task Force estime qu'une approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence devrait être privilégiée. Au cours des débats, les observations ont porté sur le principe de respecter les décisions des chefs d'État concernant la création du secrétariat de la ZMAO à Conakry, préparer l'économie guinéenne à cette diversité, identifier les préalables afin que la Guinée puisse tirer profit de ces unions monétaires. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien au gouverneur de la Banque centrale et l'a encouragé à poursuivre le processus. Pour la session du 14 novembre 2017, au titre de l'examen de texte, le ministre de la Justice a soumis en 2e lecture l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des maisons de justice. Le ministre a indiqué que l'objectif assigné à la maison de justice est de rapprocher davantage le service public de la justice du citoyen, mais aussi de participer au désengorgement des juridictions. C'est un siège d'activité relative au droit, à la régulation des conflits, à la prévention et au traitement de la délinquance. Elle accueille et oriente les citoyens en toute matière et aide toutes les victimes d'infractions. Sa mise en place est fondée sur la négociation avec les collectivités locales et les partenaires dans la mesure où l'éloignement des palais de justice de certaines communes ou de certains quartiers est vécu
par les habitants comme une certaine carence de la justice. Le ministre a rappelé que des réformes majeures sont déjà intervenues dans notre pays. Il en est ainsi de la loi 019-2015 du 13 août 2015 portant organisation judiciaire qui érige les justices de paix en tribunaux de première instance et la loi 060 du 26 octobre 2016 portant nouveau code de procédure pénale qui donne compétence aux tribunaux de première instance pour juger des crimes. Il a précisé que ces deux textes de loi permettent d'atteindre un objectif majeur de la réforme, celui de permettre aux citoyens de toutes les préfectures de saisir la juridiction de leur lieu de résidence. Ce projet de décret comporte 4 chapitres. Il énonce 7 sections, 35 articles et comporte 11 pages. Au terme des débats, le Conseil recommande l'adoption du projet de décret sous réserve d'un certain nombre d'amendements. La ministre des Travaux publics a soumis en examen 2 projets de décret portant respectivement sur la création d'une agence routière dénommée Ageroute Guinée et sur la fixation des conditions de délégation de maîtrise d'ouvrage et de l'entretien des routes à l'Ageroute Guinée. Par rapport au premier décret, elle a indiqué que le motif de la création de l'agence routière en Guinée est d'améliorer l'état des routes à travers des investissements importants pour l'entretien routier et la remise à niveau du réseau pour améliorer la performance du réseau routier. La ministre a expliqué que la création de cette agence a été inscrite parmi les 59 activités de l'assistance technique du ministère des Travaux publics sur financement de l'Union européenne. C'est dans ce cadre que 2 experts spécialistes en création d'agences routières ont séjourné à Conakry pour examiner la mise en place et l'opérationnalisation de l'agence tout en tenant compte des mesures d'accompagnement. Cette mission a consisté à la proposition de textes et schémas possibles de cadres institutionnels et juridiques adoptables au contexte guinéen, l'élaboration d'un programme de mise en place effective de l'agence et la proposition de choix des activités à déléguer à l'agence routière. Elle a informé qu'en vue d'éclairer la décision de l'administration, un voyage d'études financé par les ressources du Fonds européen de développement a été réalisé en mars-avril 2017. Ce voyage a été l'occasion pour les cadres du ministère des Travaux publics d'échanger avec les responsables de l'Ageroute du Sénégal et du Mali. La ministre a affirmé que les textes ont fait l'objet de partage avec tous les autres ministres et les institutions concernées. Des termes de référence doivent être élaborés pour la mobilisation d'une assistance technique en vue de la mise en œuvre de l'agence routière en République de Guinée. Au cours des débats, les observations ont porté sur la problématique du choix de modèle de l'agence, du mode de gestion, la problématique relative aux conditions à remplir pour l'opérationnalisation de l'agence, la création de l'Ageroute à travers des démembrements et la signature d'une convention avec la Direction nationale de l'entretien routier. Au terme des débats, le Conseil a renvoyé le texte en seconde lecture pour amendement. Le second texte qui était prévu pour être l'application de ce premier texte a donc lui également été renvoyé en seconde lecture pour amendement. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve l'organisation du 8e Congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Il invite Madame la ministre en charge des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance à partager les documents de la rencontre avec les autres départements en vue d'une meilleure organisation de l'événement. 2. Le Conseil approuve le processus d'intégration économique et monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il invite le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à faire le point sur le niveau de respect des critères de convergence par la Guinée et pour évaluer la possibilité et les conditions de leur respect d'ici 2020. 3. Le Conseil approuve le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des maisons de justice sous réserve de sa mise en forme par le secrétariat général du gouvernement. Au titre des divers, le ministre du Budget a informé de la tenue de la 2e édition du Forum des finances publiques du 8 au 11 novembre 2017 à Conakry. Le secrétaire général aux affaires religieuses a informé de l'arrivée des bagages excédentaires des pèlerins du Hajj 2017. Il a également informé du concours de sélection de 5 candidats guinéens pour une formation des imams au Maroc. Le ministre d'État en charge de la justice a également informé de la tenue de la conférence des ministres de l'OHADA le 23 novembre à Conakry. Le ministre d'État en charge du tourisme a informé de l'organisation d'un séminaire par l'Organisation mondiale du tourisme le mercredi 15 novembre 2017. La ministre des Travaux publics a informé de la création d'une brigade pour surveiller l'état des routes.
Elle a en outre informé de l'impact négatif de l'agression de certaines routes nationales par des sociétés chargées de l'installation de la fibre optique. Il est intimé à ces sociétés de procéder à des réparations nécessaires. La ministre a également informé du lancement des travaux de la route Lola-Danané. Le ministre de la Sécurité a informé le Conseil de l'interpellation de l'enseignant qui s'est rendu coupable de viol envers une de ses élèves lors des derniers événements émaillés de violence. Enfin, le ministre des Postes et Télécommunications a informé de la tenue d'un atelier organisé par la CEDEAO sur les postes. Le Conseil des ministres. J'ai deux questions concernant la crise qui mine le secteur éducatif, puisque le chef de l'État en a parlé dès le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des négociations entre le gouvernement et ceux-là qui ont déclenché la grève, ou bien le gouvernement reste sur sa position, c'est-à-dire considérer la grève comme illégale, par conséquent, pas de négociations? En fait, ce n'est pas la position du gouvernement, c'est la loi qui le dit, et c'est également l'ensemble des centrales syndicales représentatives avec lesquelles nous avons négocié et qui ont elles-mêmes exclu certains de leurs membres en déclarant cette grève non seulement illégale, mais inopportune. Donc le gouvernement, par respect déjà pour ses partenaires sociaux que sont les centrales syndicales et les syndicalistes avec lesquels nous avons négocié, ne peut pas se permettre de négocier avec une faction dissidente. Bien entendu, toutes les options sont ouvertes pour ramener la paix et la stabilité, sauf celles qui sont en violation de la loi et des accords que nous avons avec les syndicalistes et celles qui sont susceptibles d'encourager la violation de la loi. Vous n'êtes pas confronté aussi à ce dilemme entre la légitimité et la légalité, puisque la grève est largement suivie quand même? Alors, il faut distinguer deux choses. Entre largement suivi et suivi parce qu'il y a un phénomène de contagion et qui fait que les gens ont peur d'aller au cours, c'est une chose. Mais on dit qu'entre le désordre et l'injustice, il y a des choses qu'il faut être capable de choisir. La question ne se pose pas en ces termes. Si aujourd'hui, nous perdons nos interlocuteurs que sont les syndicalistes légitimes, je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui sera minime par rapport à ce que les centrales syndicales peuvent faire pour faire valoir leur légitimité. Donc pour le moment, nous restons sur la base de nos accords avec les syndicats légitimes représentés et qui sont des interlocuteurs. Je dois vous rappeler que, et dans la forme et dans le fond, nous n'avons en fait pas d'interlocuteurs. La manière dont la grève a été déclenchée, les personnes qui l'ont déclenché, le processus qui a été mis en place et le déroulement de cette grève, tout est hors la loi et ne permet même pas de discuter dans la forme dans laquelle cela se trouve. Deuxième question qui concerne cette fois-ci le monde des médias. Le chef de l'État demande l'ouverture des enquêtes. À ce niveau, vous l'avez certainement suivi en France, il dit que même si les médias ont violé la déontologie, je regrette que les gendarmes se comportent ainsi. Donc le chef d'État estime que les journalistes avaient violé la déontologie et aujourd'hui demande l'ouverture des enquêtes. Est-ce qu'il n'a pas déjà orienté la piste de la procédure judiciaire? Je crois que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez commis une infraction que ça doit permettre que cette infraction soit réprimée de n'importe quelle manière. Il y a la question de proportionnalité, il y a la question de légitimité, de l'utilisation proportionnée de la force. Et dès l'instant où on demande qu'une enquête soit poursuivie, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, c'est parce qu'on veut effectivement situer toutes les responsabilités, aussi bien celles des forces de l'ordre qu'éventuellement celles des journalistes.